dans un nouvel épisode de podcast. Nous en sommes au numéro 7 et pour cet épisode, je vais te partager un événement qui a profondément marqué ma vie, plus qu'il y a eu un avant et un après. Je veux bien évidemment parler de mon tour du monde. Pourquoi faire un épisode aujourd'hui? Eh bien parce que ça fait 10 ans, le 10 août 2013, que je suis rentrée de mes 12 mois de voyage. Donc, je voulais te raconter quel a été le déclencheur, pourquoi j'ai décidé de partir. Est-ce qu'il y a eu un projet derrière? Est-ce que je suis partie seule? Je vais te dévoiler tout ça dans cet épisode. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Pour commencer, en fait, en juillet 2011, j'avais pris la décision de m'offrir mon premier vrai grand voyage au Vietnam. J'étais partie en organisé, c'est-à-dire un voyage organisé avec, à l'époque, l'UCPA. Si tu ne connais pas l'UCPA, c'est une agence de voyage qui propose à la fois des activités sportives et des activités où c'est qu'on va à la rencontre des populations. Donc c'est ce qui m'avait beaucoup plu. Surtout que j'avais pas besoin de réfléchir à la logistique, j'étais prise en charge de A à Z et surtout que le gros avantage, c'est que chaque soir, nous dormions chez l'habitant, donc un dépaysement total. Pourquoi je suis partie à ce moment-là? Parce que j'allais fêter mes 30 ans et que c'était une période où un peu charnière pour moi puisque je me posais énormément de questions. Est-ce que, j'étais bien dans mon travail, au niveau personnel? Parce que j'étais célibataire, j'habitais dans un petit studio, je faisais énormément d'heures, donc j'étais à un gros questionnement sur ma vie et du coup, j'ai décidé de partir au Vietnam. Ça va être l'élément déclencheur pour la suite de cet épisode parce que pendant ce voyage, j'ai fait la rencontre de 5 jeunes filles qui allaient plus ou moins transformer ma vie. En tout cas, une en particulier. C'est là que j'ai rencontré Karine. Karine était à peu près au même âge que moi. Elle a 1 an de moins que moi, mais en plein questionnement, remise en question et ce voyage a été tout aussi transformateur pour elle que pour moi. Au retour, quand nous sommes rentrés en France, on a commencé à s'appeler, à garder contact, surtout qu'elle habitait Martigues, moi j'habitais Toulon, donc on pouvait se voir régulièrement. Et puis petit à petit, elle a commencé à planter une graine dans ma tête et un jour, elle m'a appelée, elle me dit: «Écoute Virginie, je sais que tu es la plus folle du groupe de filles, du Vietnam qui pourrait me dire oui. Est-ce que ça te dirait de partir pendant 1 an faire le tour du monde?» Elle me l'a dit 1 fois, elle me l'a dit 2 fois et à la troisième, je lui ai dit: «Let's go, on part» et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure de notre tour du monde. Donc c'était en septembre 2011. On a commencé à réfléchir, puis moi de mon côté, il y avait quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Je ne voulais pas partir pour partir. Je voulais vraiment partir avec un but ou un objectif derrière. Et petit à petit, l'idée de faire un voyage humanitaire a commencé à germer. J'ai commencé à avoir l'idée de me dire, ah, peut-être qu'on pourrait venir en aide aux populations ou du moins aux gens qu'on va trouver sur notre route. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de distribuer des cahiers et des stylos tout au long de notre parcours. C'est-à-dire qu'on allait, dans les écoles et on pouvait justement, voir les besoins en termes d'outils scolaires, de fournitures scolaires. Après ça, on allait dans les magasins à proximité pour acheter le matériel et on retournait à l'école pour le distribuer. Donc ça a été notre fil conducteur tout au long du projet, de notre départ jusqu'à notre retour. On a distribué des cahiers et des stylos dans à peu près tous les villages qu'on a traversés. À côté de ça, on avait profondément envie toutes les 2 de faire une mission
sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et nous avons contacté l'ONG Enfants des Andes qui se trouve au Pérou et qui a accepté notre candidature en tant que bénévole. Et nous nous sommes retrouvés pendant 3 mois à devoir s'occuper d'enfants de 6 à 17 ans de manière totalement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parents, qu'il n'y avait pas d'encadrement particulier. On était responsable d'à peu près 8 enfants chacune. Donc moi, j'avais une petite maison d'adolescents avec 8 ados entre 10 et 17 ans. Et Karine, elle avait une maison de 6 ou 8 enfants aussi, mais qui, eux, étaient un peu plus jeunes. En tout, il y avait 4 maisons dans l'ONG et les 2 autres maisons étaient tenues par des tutrices péruviennes. Donc tout ça pour dire que pendant 1 an, on a préparé notre projet parce qu'en fait, on a mis 1 an avant de partir. La genèse a commencé en septembre 2011, mais le grand départ a été en septembre 2012. Pendant ces 1 an, on a créé une association. L'association s'appelait On lâche rien parce que notre but, effectivement, c'était de rien lâcher, de continuer, même s'il y avait de l'adversité, même si parfois les gens ne croyaient pas en nous. Nous, on était déterminés pour aller jusqu'au bout de notre rêve. Donc pendant 1 an, on a créé l'association, on a créé un site internet, un logo, on a commencé à se déployer aussi sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque, il n'y avait que Facebook. Instagram était au tout commencement de sa mise en place. Et petit à petit, on a aussi mis en place une tombola pour trouver des financements, notamment pour les stylos et les cahiers. En parallèle de ça, on a trouvé des sponsors, notamment au niveau matériel. Donc, on a été équipé en chaussures, sac de couchage, sac à dos, en téléphone portable, parce que aussi à l'époque, il faut savoir que les smartphones coûtaient très, 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 très cher et on n'avait pas tous l'iPhone ou le Samsung dernière génération. On était encore plus ou moins au Nokia ou du moins au petit téléphone qui servait juste à téléphoner ou éventuellement à prendre quelques photos, mais on n'avait pas toutes les applications qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre smartphone. Donc tout ça mis bout à bout, nous sommes partis en septembre 2012 pour 12 mois sur les routes. Au total, c'est 10 pays que nous avons traversés. Donc nous avons traversé le Népal, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie. On a fait une escale de 2 jours à Sydney. Ensuite, nous avons été au Chili, Pérou, Bolivie et Argentine. En tout, c'est 4 mois passés sur le continent asiatique et c'est 8 mois passés sur le continent Amérique latine. Et ça a été un véritable choc culturel, notamment au niveau du premier pays, le Népal, car il faut savoir que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc ça a été vraiment une mise en situation assez particulière. Ça a été un peu difficile au début de prendre nos marques, mais petit à petit, on a réussi à trouver notre rythme. Et comme je l'ai évoqué, au fil des rencontres, au fil des villages qu'on traversait, on distribuait des cahiers et des stylos. Au départ, on était parti avec un stock de stylos, mais très vite, on s'est rendu compte que pour avoir comme un double impact, c'était beaucoup mieux d'acheter au niveau local. Donc, non seulement on contribuait à l'économie locale en achetant les stylos dans l'épicerie du village, mais en plus, on contribuait au fait que les élèves, les enfants dans les écoles, pouvaient avoir du matériel scolaire. Parce qu'il faut savoir que dans la majorité des cas, beaucoup d'enfants n'ont pas de cahier ou de stylo. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup trop cher et que les familles préfèrent mettre l'argent dans la nourriture ou dans d'autres ustensiles. Donc ça a été un gros challenge, hein, parce qu'au début, on ne parlait pas forcément anglais, on ne parlait pas forcément espagnol. Donc ça a été beaucoup au départ du langage des signes. Karine se débrouillait beaucoup mieux en anglais que moi. Donc ça a été un petit peu plus facile. C'était quand même assez scolaire. On ne pouvait pas avoir des conversations très poussées. Mais on s'est très vite rendu compte que le langage
corporel ou le langage des mains, le langage du cœur avait tout aussi son importance. On a fait des rencontres exceptionnelles. Je me souviens notamment d'une fois où c'est qu'on a fait la rencontre d'un moine bouddhiste sur le bord du Mékong au Laos et il a tellement été généreux avec nous qu'il nous a accueillis dans sa communauté. Il nous a hébergés pendant une nuit à la Belle Étoile sur le bord du Mékong. Il nous a gracieusement invités à manger, à rejoindre sa table et nous avons passé 24 heures avec la communauté qui était totalement extraordinaire. À côté de ça, on a aussi fait d'autres rencontres, notamment pour ma part, il y a eu au Pérou, où c'est que j'ai rencontré un couple de Français avec qui j'ai fait une partie du voyage. Il y a eu aussi l'ONG Enfants des Andes, qui a été un gros impact et un gros tournant dans notre voyage parce que avant d'aller s'occuper des enfants au fin fond de l'Amazonie, parce que c'est ça, les enfants étaient à Tingo Maria, si vous regardez sur une carte, en fait, c'est vraiment au cœur de l'Amazonie péruvienne. Donc, juste avant de rejoindre les enfants, nous avons fait 2-3 semaines d'immersion à Nazca, qui est plus au sud, qui est une ville totalement désertique et qui est très connue pour ses lignes. Les lignes de Nazca, en fait, ce sont un phénomène très particulier. On ne sait pas qui les a créées, on ne sait pas comment elles ont été créées, mais ce sont des symboles qu'on peut voir même depuis la Lune. Il y a par exemple un singe, un condor, et c'est des grosses lignes qui ont été dessinées sur le sol et qui sont sur des kilomètres et des kilomètres. Donc à Nazca, on a fait la rencontre de la directrice de l'ONG, Marie-Thérèse, et pendant 2 semaines, elle nous a appris l'espagnol de manière intensive. Du coup, ça nous a permis aussi de créer des liens avec les autres bénévoles qui étaient sur place, puisqu'encore aujourd'hui, certains d'entre eux sont des très bons amis à moi. Ce qui est assez drôle, c'est que 10 ans plus tard, on a pu observer les mariages de certains, les naissances, les séparations, les divorces, mais on est resté vraiment comme une famille assez soudée. Donc tout ça pour vous dire que ce voyage a été totalement transformateur. Ça a pris, comme je l'ai mentionné, 1 an de préparation. On n'est pas parti tête baissée et au départ, on va pas se le cacher, beaucoup étaient sceptiques sur le fait qu'on réalise notre rêve. Beaucoup étaient sceptiques sur le fait qu'on puisse vraiment partir. Donc ça a été un gros challenge pour nous, ça nous a sortis de notre zone de confort. Moi, de mon côté, j'avais demandé une année sabbatique, donc je n'ai pas quitté mon emploi, mais j'ai juste mis en pause mon emploi et le 10 août 2013, je suis revenue de mon périple. À la suite de ça, je ne vais pas le cacher, ça a été très, très compliqué de me réintégrer dans la société française. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, j'ai connu la liberté totale. Pendant 1 an, j'ai vécu dans le moment présent chaque jour. Pendant 1 an, on ne se posait pas la question du lendemain, on ne vivait que ce qu'il y avait sur l'instant. On a aussi fait des rencontres diverses et variées. On a créé des liens avec des personnes qui, au départ, étaient de cultures opposées ou de cultures diverses et variées, ce qui nous a permis de sortir de notre zone de confort. On est aussi parti, on ne parlait ni anglais ni espagnol, mais en rentrant, on avait au moins gagné en espagnol. C'est-à-dire qu'on n'était pas bilingue, mais on pouvait tenir une conversation sur des sujets divers et variés en espagnol. J'ai aussi lancé le petit défi sur Instagram si vous aviez des questions. Et il y a une question qui a retenu mon attention. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que on peut s'adapter à tout. Ça a été totalement incroyable parce que même dans des situations qui pouvaient être extrêmes, je pense notamment à un moment donné où c'est qu'on a dû traverser une rivière avec nos sacs sur le dos, puis on avait de l'eau jusqu'à la taille. On trouve toujours la force ou les capacités nécessaires pour aller de l'avant. Donc ça a été vraiment une révélation
pendant tout mon séjour, pendant tout mon voyage, pendant ces 1 an, c'est notre capacité à pouvoir faire face à l'adversité, notre capacité à s'adapter, notre capacité à trouver des solutions et nos capacités à sortir de notre zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée et justement aussi le fait de dépasser nos peurs parce que nos peurs ne sont juste, en tout cas à mon sens, à moi, un indicateur qu'on est au bon endroit. Moi, je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, j'ai récolté des fruits qui étaient bien plus goûteux que ma peur en elle-même. C'est-à-dire que ça m'a permis de découvrir des parties de moi ou des capacités dont je n'avais pas du tout le soupçon. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Autre question que j'ai eue, c'est est-ce que cela t'a fait changer sur certains points? Je dirais qu'il y a vraiment eu un avant et un après ce voyage. Il faut savoir qu'avant ce voyage, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Je sortais d'une relation qui était assez compliquée. J'avais un métier qui me demandait énormément et je m'étais un peu mise de côté. C'est-à-dire que j'avais plutôt fait en sorte de faire plaisir à mes parents, faire plaisir à mes proches, faire plaisir à la société, de rentrer dans une case. Mais après ce voyage, j'ai pris conscience que c'était moi la priorité. C'est-à-dire que c'était mes goûts, mes couleurs qui faisaient que j'étais la personne que j'étais, que je n'avais pas besoin de faire plaisir aux autres pour pouvoir être acceptée dans mon intégralité. Donc petit à petit, à la suite de ce voyage, il y a des changements qui se sont opérés. Je ne vais pas le cacher, ça ne s'est pas fait de suite. Surtout que 4 mois après mon retour en France, j'ai fait mon premier gros burn-out et ça m'a pris plusieurs mois, ça m'a pris à peu près 1 an avant de me relever de ce burn-out-là, parce qu'en tout, j'en ai fait 3, mais ça a été le plus marquant. Et je pense qu'il n'est pas arrivé pour rien. Il était le 2e système d'alarme qu'il fallait que j'arrête de vouloir faire plaisir à la société et aux autres. Donc petit à petit, j'ai commencé à créer mes propres projets. Petit à petit, j'ai commencé à créer ma propre réalité et petit à petit, j'ai commencé à créer ma véritable couleur. Quand je dis ma véritable couleur, je pense qu'on a tous plusieurs couleurs à l'intérieur de nous. Il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir et il n'y a pas que du rose. C'est une multitude de couleurs et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Chasseuse d'arc-en-ciel. Parce que c'est ce voyage qui m'a permis de découvrir toutes les couleurs qui existaient à l'intérieur de moi. Et si j'avais juste un conseil à vous donner, partez à la chasse de vos couleurs, partez à la chasse de votre arc-en-ciel parce que vous allez vous faire le plus beau cadeau du monde. Et c'est sur ce conseil, exercice, astuce que je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt.